Vous les voyez partout, à la télé, sur les cours, dans les pubs, sur les étagères de votre supermarché. Ces petites sphères jaune fluo, symbole instantané du tennis, impossible à confondre, facile à repérer, tellement évidente. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question suivante? Pourquoi les balles de tennis sont jaunes? Pas vertes, pas oranges, pas blanches comme autrefois. Non, jaunes. Comme si c'était une évidence. Mais en réalité, ce n'en est pas une. Parce qu'avant 1972, les balles de tennis n'étaient pas jaunes, elles étaient blanches. Et à Wimbledon, elles sont restées blanches jusqu'en 1986. Alors pourquoi ce changement? Pourquoi du jour au lendemain, le monde du tennis a viré au fluo? Un caprice marketing? Une mode des années 80? Une décision technique venue d'en haut? Ou simplement une idée lumineuse au sens propre? C'est fou comme certaines choses font partie de notre quotidien sans qu'on ne sache vraiment d'où elles viennent, sans qu'on ait jamais pris le temps de comprendre. Et pourtant, c'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois, à la volée, en regardant un match, mais sans jamais aller chercher la réponse. Et puis en y réfléchissant, il n'y a pas que ça. Pourquoi les joueurs changent-ils de raquette aussi souvent? Pourquoi les balles rebondissent-elles différemment selon les tournois? Pourquoi y a-t-il une bande blanche sur le haut du filet? Pourquoi les balles sont-elles pressurisées dans des tubes? Et combien de balles on utilise pour un seul match? Aujourd'hui, on va pas parler de palmarès, de statistiques, de records. Non, quoique si, peut-être un record. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de ces petits détails que vous avez toujours vus, mais que vous n'avez jamais vraiment regardés jusqu'à les comprendre. Ces choses invisibles à force d'être trop visibles. Ces règles, ces anecdotes, ces secrets qui racontent une autre histoire du tennis. Une histoire cachée derrière un simple objet, une balle de tennis, qui n'est pas jaune pour rien. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais une balle de tennis de la même manière. Avant 1972, les balles de tennis n'étaient pas jaunes, elles étaient blanches, et même parfois noires selon la couleur du terrain. Et c'était pas un détail, c'était la norme. Pendant des décennies, les plus grands tournois du monde, de Roland-Garros à Wimbledon, se jouaient avec des balles entièrement blanches. Alors quand on voit les photos de l'époque, ça ressemble presque à des cartes postales. Terrain en gazon impeccable, tenue 100% blanche, et des balles presque invisibles au soleil. Néanmoins, ce qui fonctionnait dans les tribunes ne passait plus à l'écran. Dans les années 70, la télévision couleur débarque dans les foyers, et donc les matchs sont de plus en plus diffusés, et le tennis devient un spectacle mondial. Mais très vite, un problème saute aux yeux. Les balles sont invisibles. À l'écran, il est très difficile de les voir. Donc les spectateurs galèrent à suivre les échanges. Le public râle, et sur les terrains clairs, les balles blanches se fondent totalement dans le décor. Sur les écrans cathodiques de l'époque, le contraste est beaucoup plus faible. On perd la trajectoire, on perd l'intensité du point, et le suivi de l'échange devient laborieux, voire impossible. Alors la BBC, la grande chaîne britannique qui retransmet notamment Wimbledon, décide de changer. Elle commande une étude scientifique avec pour objectif de trouver une couleur plus lisible, plus visible, plus télévisuel. Des chercheurs testent plusieurs teintes, le blanc cassé, le vert gazon, le orange, le rouge brique, mais une couleur ressort du lot. Une couleur claire, lumineuse, et surtout impossible à ignorer à l'écran, à savoir le jaune fluo. Alors ils n'ont pas choisi le jaune fluo pour faire joli ou pour faire tendance. Non, ils l'ont choisi simplement parce que c'était la couleur la plus visible à la télévision. Et c'est donc ce jour-là que la balle de tennis a changé de couleur. Pas à cause d'un joueur, ni d'une règle. Non, là c'était à cause d'une contrainte technique. La télévision et les caméras avec une retransmission qui empêchait le bon suivi d'un match de tennis par les téléspectateurs. Et donc c'est en 1972 que l'ITF, la Fédération internationale de tennis, prend une décision historique. La balle jaune devient obligatoire en compétition. Le but, c'est pas de faire perdre les repères aux joueurs ni aux joueuses, ni de changer les règles du jeu, mais c'est juste pour que tout le monde puisse enfin voir et suivre le jeu comme il se doit. Un simple changement de couleur qui allait transformer pour toujours la manière dont on regarde le tennis. Mais évidemment, comme pour toute innovation, ce changement ne fait pas l'unanimité au début. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette mutation, parce qu'au royaume du tennis, il y a notamment Wimbledon. Wimbledon, c'est le temple de la tradition. Tenue blanche obligatoire, fraises à la crème, silence religieux dans les tribunes, et surtout un refus catégorique du changement. D'ailleurs, si vous voulez découvrir le Grand Chelem britannique avec tous les détails qu'on vous dit pas forcément, cette vidéo sera faite pour vous, et en regardant la vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi ils ont eu du mal avec cette décision. Donc quand l'ITF impose la balle jaune en 72, tout le monde s'aligne, sauf Wimbledon. Pourquoi? Parce que là-bas, la balle blanche reste sacrée. Elle fait partie du décor, de l'histoire, du patrimoine du tournoi et de son image. Pour eux, changer la couleur de la balle à l'époque, ça reviendrait presque à repeindre le Big Ben en rose fluo, et j'exagère
exagèrent à peine. Pour eux, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc pendant 14 ans, Wimbledon résiste, seul contre tous. Les autres tournois s'adaptent, l'Australie, l'US Open, Roland-Garros, partout les balles sont devenues jaunes, et pour la retransmission télévisuelle, ça se passe nettement mieux. Mais sur le gazon londonien, elles restent blanches. En fait, c'est comme un acte de rébellion silencieux. Sauf qu'en coulisses, la pression monte. À chaque fois que Wimbledon a lieu, les diffuseurs n'en peuvent plus. Les caméras peinent à suivre les échanges, les spectateurs se plaignent, et ils disent « on adore Wimbledon, mais on voit plus la balle ». Et face à cette pression qui va s'intensifier encore plus de la part de tous les acteurs, Wimbledon finira par plier. En 1986, le tournoi le plus prestigieux change enfin la couleur des balles. Pour la première fois, les balles jaunes sont utilisées sur le center court et tous les autres courts à Wimbledon. Sous les yeux d'un public partagé, nostalgique d'un côté, mais soulagé de l'autre. Ça peut être un détail, mais c'est quand même un symbole fort. Même le tournoi le plus conservateur du monde a dû céder au pouvoir d'une balle jaune. Et aujourd'hui, on dirait que ça a toujours été comme ça. Jaune fluo avec le nom de la marque imprimé dessus. Simple, universel et presque banal. Mais à l'époque, ce jaune, c'est un choc visuel. Un objet étrange, limite agressif, qui bouscule les habitudes et les codes du tennis qu'on a tant de mal à bousculer. On le trouve trop vif, trop voyant et pas assez clair. Certains puristes du tennis crient au sacrilège. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une balle de ping-pong géante. Mais au fond, ils sentent qu'ils assistent à un tournant. Parce que ce jaune-là, c'est pas un caprice, c'est une révolution visuelle. Il change tout, la façon dont on regarde un match, la manière dont la balle se détache du décor, la vitesse perçue, le rebond, l'intensité d'un échange. Sur un écran, c'est presque la balle qui devient le personnage principal. Et pour les réalisateurs télé, c'est un soulagement. Puis ce jaune, c'est une couleur qui se filme bien, qui prend la lumière et qui suit le mouvement sans disparaître. En fait, ce jaune fluo, c'est un peu comme le stabilo de l'œil humain. Il surligne chaque échange, chaque point, chaque coup gagnant. Et comme toute vraie révolution, celle-ci est passée inaperçue depuis. Mais elle a transformé à jamais le rapport entre le tennis et ceux qui le regardent. Aujourd'hui, évidemment, personne ne remet en question ce jaune. On l'a adopté, intégré à 100%. On le voit même plus tellement c'est devenu évident, et pourtant, c'est un choix technique. Et cette balle est devenue un symbole universel. On a une couleur qui a traversé le temps sans jamais changer. Mais évidemment, l'histoire s'arrête pas là, parce qu'aujourd'hui, même si elles sont toutes jaunes, elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne rebondissent pas de la même façon. Elles ne pèsent pas exactement le même poids et ne réagissent pas à la surface de la même manière. Chaque tournoi du Grand Chelem utilise sa propre balle. Et c'est pas un détail de fabricant, c'est une vraie décision stratégique. À Roland-Garros, par exemple, la balle est plus lourde. Pourquoi ? Parce qu'on joue sur terre battue, et que la terre ça ralentit tout. Pour éviter que les échanges ne deviennent trop lents, et pour forcer les joueurs à construire les points, on choisit une balle qui accroche davantage, mais qui reste assez lourde pour freiner le jeu. À Wimbledon, au contraire, le gazon est ultra rapide, donc l'échange est plutôt court et le rebond est bas. Donc on utilise une balle plus légère, qui fuse et qui récompense les serveurs, les volleyeurs et les attaquants. Et puis, il y a l'US Open et l'Open d'Australie. Deux surfaces dures, mais deux philosophies bien différentes. Les feutres sont différents dans ces deux tournois, la pression interne n'est pas la même, donc le ressenti à l'impact peut totalement varier. Mais ce flou dans tout ça, cette diversité de balles, commence à agacer les joueurs pour de bon. Ils sont plusieurs à l'avoir dit, les Zverev, les Djokovic, les meilleurs du monde. Le problème est général et il n'existe pas dans d'autres sports. Chaque semaine, on change de balle. Il faut constamment s'adapter. Et les joueurs parlent même de risque accru de blessure. Parce que pour eux, le bras, l'épaule, le poignet doivent tout réapprendre d'un tournoi à l'autre. Alors oui, à l'œil nu, elles se ressemblent toutes. Jaune, sphérique, rebond régulier. Mais pour les pros, chaque tournoi a sa balle signature. Et parfois, croyez-moi que ça fait la différence entre un joueur qui survole une compétition et un autre qui n'arrive pas à rentrer dedans. Certains joueurs peuvent adorer un tournoi et en détester un autre, mais parfois c'est pas à cause du public ou de la surface, c'est simplement à cause de la balle. Est-ce que vous aussi ça vous le fait? Ce plaisir quand vous ouvrez un nouveau tube de balle. On les voit sortir du tube et on entend ce petit psh familier et on se dit « Ah ouais, là ça sent le neuf ». Est-ce que vous sentez cette odeur des balles neuves? Et ce bruit anodin quand on ouvre le tube, presque rassurant. Mais ce petit son, c'est bien plus qu'un effet d'emballage. C'est le signe vital d'un objet d'une précision extrême. Parce qu'une balle de tennis, c'est pas juste du caoutchouc recouvert de feutre. C'est une capsule pressurisée, conçue pour rebondir avec la même intensité que ce soit à New York, à Tokyo ou à Buenos Aires. Et ce niveau de constance ne tient qu'à une chose, la pression interne. C'est pour ça que les balles sont enfermées dans des tubes hermétiquement scellés, souvent remplis d'azote. Un gaz inerte qui évite toute variation prématurée de pression. Et dès qu'on ouvre le tube, la décompression commence. Et le compte à rebours aussi. Parce qu'en quelques jours seulement, la balle commence à perdre de son rebond, de son explosivité et devient de plus en plus molle. Injouable pour un match pro. Et l'anecdote que même les passionnés de tennis ne connaissent pas forcément, c'est qu'avant les grands tournois, certaines marques stockent leurs balles en altitude. Pourquoi ? Pas pour les acclimater à l'air pur, mais pour éviter qu'elles n'éclatent en vol. Parce que quand on transporte des milliers de balles pressurisées dans la soute d'un avion, la différence de pression entre l'intérieur de la balle et l'atmosphère non pressurisée de la soute
peut provoquer des explosions en série. Oui, oui, des balles de tennis qui explosent en avion, ça existe et ça s'anticipe. Alors la prochaine fois que tu ouvres un tube et que tu sens cette petite détonation, dis-toi bien une chose, tu ne tiens pas juste une balle flambant neuve, tu tiens une rescapée, une balle qui a traversé des kilomètres et qui a résisté à la pression, au transport, à l'altitude et qui est prête à exploser sur le court, mais cette fois au sens figuré. Quand on regarde un match de tennis, on voit des échanges, des coups droits, des revers, des amortis, mais on oublie souvent que chaque match, c'est une consommation massive de balles. Tout commence avec 6 balles neuves. Au tout début, elles servent pour l'échauffement, parce que oui, rien que l'échauffement, avec des pros, ça les use, et pour les 7 premiers jeux. Après ça, on les change et on les remplace tous les 9 jeux, à chaque fois. Alors pourquoi 7 puis 9. Ça peut sembler bizarre, mais c'est calculé. On tient compte de l'échauffement, de la fatigue de la balle et de la régularité du rebond. Et au total, sur un match, on estime qu'on utilise en moyenne entre 20 et 30 balles, un peu plus en grand chelem pour les hommes quand ça va en 4 ou 5 sets, et bien plus pour un gros match en 5 sets avec plus de 40 jeux joués, où là on peut facilement dépasser les 40 balles. Et maintenant, multiplier ça par le nombre de matchs joués dans un tournoi, puis par le nombre de tournois joués à l'année, c'est énormissime. Et bah le nombre de balles utilisées dans le tennis à l'année devient énorme. Juste à Roland-Garros en 2024, plus de 70 000 balles ont été utilisées sur l'ensemble de la quinzaine. Oui, 70 000. Imaginez un court rempli de balles jusqu'aux tribunes, bah c'est presque ça. Entre les simples, les doubles, les juniors, le fauteuil, les entraînements, c'est une pluie de balles et une logistique ultra précise derrière. Parce qu'une fois qu'elles sont usées, elles sont pas perdues pour tout le monde. Certaines sont recyclées pour créer des sols sportifs, d'autres sont vendues comme souvenirs, quelques-unes sont utilisées pour d'autres entraînements après le tournoi, et une poignée d'entre elles finissent dans des aquariums. Le feutre est imperméable, la forme est stable, et certaines enseignes d'aquariophilie les utilisent pour faire flotter des éléments de décor. Ce sont sûrement les seules balles au monde qui peuvent passer d'un grand chelem à un bocal de poisson rouge. Donc jusqu'ici, on a parlé des balles qu'on utilise pour jouer et qu'on réutilise après, ou pas, mais il y a une autre catégorie, celles qui ne quittent jamais les vitrines, celles qui valent plus qu'un billet en loge centrale, celles qui racontent une histoire. Des balles signées par Federer, Nadal, Djokovic, Serena Williams ont été vendues aux enchères pour plusieurs milliers d'euros. Pas parce qu'elles sont plus rapides, pas parce qu'elles rebondissent mieux ou qu'elles sont plus belles, mais parce qu'elles ont été touchées par la légende. Et ça n'a pas de prix. Tu te souviens de cette image? L'Ever Cup 2022, Federer et Nadal côte à côte, main dans la main, les larmes après le dernier match. Et bah la balle du dernier point de la carrière de Federer, elle existe, elle est quelque part. Peut-être dans un coffre, peut-être dans une collection privée, mais dans 10 ans, dans 20 ans, vous imaginez sa valeur? Et ça, c'est pas un cas isolé. Des balles du premier grand chelem de Nadal, de Djokovic, des balles du triplé olympique de Serena, des balles de matchs historiques qui ont marqué l'histoire ont déjà dépassé les 10 000, 15 000 euros. Certaines sont vendues en série limitée, numérotée et avec un certificat d'authenticité, et parfois un petit fragment de terre battue encore collé dessus. Et maintenant, imaginez un peu. Si vous aviez la balle du dernier sacre de Nadal à Roland-Garros en 2022, ou celle du dernier tie-break de Djokovic contre Federer à Wimbledon 2019, ou celle de la balle de match du premier grand chelem d'Alcaraz à l'US Open 2022, est-ce que vous la garderiez bien précieusement ou est-ce que vous la vendriez aux enchères? Parce que parfois, une balle de tennis, c'est bien plus que ça. C'est un morceau d'histoire, un moment figé. Un souvenir emballé dans du feutre qui vaut plus que quelques euros. Et dans le monde du sport, il y a peu d'objets comme ça, aussi simples, aussi petits, mais pourtant aussi puissants en termes de symboles et d'émotions. Et pour vous entraîner à frapper au mieux ces petites balles jaunes, j'ai une surprise pour vous. Parce que le sponsor de cette vidéo n'est autre que Tenix. Tenix, c'est quoi? C'est une machine à balles intelligente. Généralement, les machines à balles traditionnelles sont lourdes, volumineuses et offrent des balles aléatoires ou fixes. Avec la machine à balles Tenix, l'idée c'est de changer ça pour avoir une machine qui agit comme un humain. C'est pourquoi il s'agit de la première machine à balles au monde basée sur l'IA et la vision. La machine est équipée d'une puce d'intelligence artificielle. Et elle ne pèse que 7 kg, soit environ la moitié du poids des machines traditionnelles. De plus, sa conception modulaire lui permet d'évoluer avec le joueur, du débutant au professionnel, en ajoutant le brassard vocal, la vision de l'IA et la base mobile. Quand un joueur joue face à vous, il peut adopter un tas de stratégies, comme lifter pour vous faire reculer, jouer sur votre revers ou vous faire courir. Et Tenix, c'est une machine qui a été alimentée par une base de connaissances contenant plus de 1000 combinaisons de coups professionnels et qui permet à la machine de reproduire ses coups. Démonstration. La machine Tenix comporte 4 modes. Le mode formation, le mode entraînement intelligent, le mode smart match et le mode match. Le système fonctionne avec une commande vocale via ce bracelet qui nous permet de communiquer directement à la machine et grâce auquel on peut modifier facilement les paramètres par simple commande vocale. Aucune application n'est nécessaire. Cette fonction unique chez Tenix, c'est une exclusivité et c'est un gros facteur de différenciation sur le marché. Je vais vous montrer. Vous avez aussi un écran LED intégré sur la machine qui nous tient informés à chaque étape et qui indique si le mode est réglé ou si la machine est en pause.
Le premier mode, c'est le mode formation. Le mode formation, il nous permet de personnaliser chaque paramètre pour répondre à nos besoins de formation et de progression. On peut choisir de s'entraîner dans les carrés ou alors en fond de cours. Commençons dans les carrés. Hey tennis. Hello. Training mode. Okay, training mode start. Half court. Okay, half court. Begin. Okay, start. Donc ça, c'est ce qu'il faut dire à la machine pour qu'elle se mette en marche. Et c'est parti. Donc là, carré. Et on peut tranquillement s'entraîner. C'est comme si on avait un humain quelque part. Et ça déroule. Hey tennis. Hello. Right. Okay, turn right. Hey tennis. Hello. Pause. Okay, stop. Et voilà, tout simplement. Donc vous voyez, c'est plutôt intuitif, on a juste à guider la machine avec les commandes et elle nous met les balles qu'on veut. Ce mode formation est capable de nous proposer 7 exercices de tir dynamique prédéfinis que vous pouvez retrouver ici et qui permettent de progresser dans tous les compartiments du jeu. Donc on a juste à sélectionner le type de balle qu'on souhaite et il va nous le donner. Hey tennis, Hello. kill shot. Okay, kill shot. A noter que pendant la session, on a le contrôle total si on veut ajuster l'angle, la hauteur ou la vitesse de la balle. Allez, on va partir sur des baseline balls classiques. Hey tennis, Hello. training mode, Okay, training mode start. baseline ball, Okay, baseline. begin. Okay, start. Allez, c'est parti. Oh. Donc là, pour travailler le revers, il n'y a rien de mieux. Hey tennis, Hello. right. Okay, turn right. Et il nous met coup droit. Hey tennis, Hello. pause. Okay, stop. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ça vient naturellement, des balles comme si elles étaient jouées par un humain. Et il nous met le type de balle qu'on souhaite, donc c'est vraiment top. Donc on a plusieurs types de balles, on va essayer d'autres spécificités. Moon ball, Okay, one ball. begin. Okay, start. Donc là, il va nous envoyer des moon balls, ce qui va nous permettre de travailler des balles un peu plus hautes. Five. Hey tennis, Hello. short ball. Okay, short ball. On peut aussi commander des balles plus liftées. Hey tennis, Hello. spin faster. Okay, spin faster. Begin. Okay, start. Allez, c'est parti. Hey tennis, Five. hey tennis, Hello. moon ball. Okay, one ball. Et on change. Five. Hey tennis, Hello. stop, pause. Okay, stop. Donc vous voyez, c'est plutôt intuitif comme système, on a juste à commander ce qu'on veut et il nous donne la bonne balle. Donc on a aussi le Smart Training Mode, à savoir le mode intelligent. Alors pourquoi mode intelligent? Parce que d'habitude avec les machines traditionnelles, elles savent pas forcément vous repérer, elles savent pas vous traquer où vous êtes sur le cours. Et là avec Tenix, c'est tout l'intérêt de cette machine. La machine va nous traquer avec ses caméras, donc elle peut agir en fonction de là où on se trouve sur le cours. Donc dans ce mode, on peut travailler en coup droit ou en revers, et la machine marque notre position de départ comme notre zone de récupération. Elle attend qu'on se replace pour enchaîner avec la balle suivante. Donc ça aide à se mettre dans le rythme d'un échange et à être dans le mouvement. Donc là, je vais travailler en coup droit avec des balles d'espacement à 5 mètres.
Autre mode, le mode Smart Matching, où là Tenix devient votre partenaire idéal. La machine utilise ses caméras pour identifier notre position, et en fonction de notre emplacement et de la difficulté choisie, la machine nous fait travailler et nous met au défi en ajustant les coups à notre niveau de compétence. La machine cible nos faiblesses et teste notre jeu de jambes, donc encore une fois elle va beaucoup plus loin que les machines traditionnelles qui envoient des balles neutres. Par exemple, après avoir renvoyé un revers profond, Tenix voit notre position et enchaîne avec une balle courte. Donc ce mode crée des défis imprévisibles en temps réel, l'idéal pour progresser face à un adversaire redoutable. Et sur ce mode, on peut aussi demander à avoir une balle plus liftée par exemple. Donc imaginons que je suis Djokovic, demain je joue Rafa, et je veux m'entraîner pour avoir des balles vraiment liftées. Hey tennis, Hello. top spin, Okay, top spin. begin. Okay, start. On va avoir du gros lift. Okay, reset. Voilà, donc ça imprime plus de spin dans la balle. A noter que le quatrième mode est le mode match qui lui diffère du mode Smart Match car il n'utilise pas la caméra mais sélectionne un mode d'exercice prédéfini en fonction des besoins de l'entraînement, l'idéal pour des mises en situation pour travailler ses points faibles. A noter que la machine que je suis en train de tester, c'est un appareil bêta, donc les fonctions de base marchent très bien, mais certaines fonctionnalités sont en train d'être optimisées avant de commencer la production de masse. Et franchement, le produit final promet d'être exceptionnel. Tenix offre une remise spéciale en ce moment, vous avez juste à aller voir en description ci-dessous pour obtenir des informations sur les remises et les prix en temps réel. On a souvent la critique facile sur l'IA, et à raison parce qu'il faut pas négliger les dérives, mais là honnêtement pour les gens qui n'ont pas forcément de partenaire pour jouer, eh ben c'est un super produit qui permet d'avoir un vrai entraînement, peut-être encore meilleur que votre pote qui met tout dans le filet. Donc elle s'appelle Tenix, et honnêtement si vous cherchez un outil pour progresser, pour vous entraîner tout seul ou même pour varier vos séances, c'est une pépite en devenir. Alors n'hésitez surtout pas à aller checker le lien qui est juste en dessous en description, et un grand merci à Tenix. Alors oui, on a parlé de balles, de feutres, de rebonds, de pression. Alors peut-être que vous vous dites, ok, les balles de tennis, je vois mieux ce que c'est. Mais attendez, parce que dans le tennis, les balles, c'est que le début. Parce que derrière chaque match que vous regardez, il y a des détails invisibles, ou presque. Des choix qui semblent anodins et qui pourtant ont tout changé. Un cours de tennis, c'est pas juste un filet tendu, deux joueurs qui frappent et des ramasseurs qui courent. C'est une machine de précision, où chaque élément et chaque habitude a une origine, une histoire, une logique. Pourquoi le filet a-t-il cette bande blanche en haut ? Pourquoi les joueurs changent-ils de raquette aussi souvent ? Pourquoi les ramasseurs doivent-ils suivre une formation stricte avec presque une rigueur militaire ? Et pourquoi un seul match, oui un seul, a forcé Wimbledon à changer ses règles après plus d'un siècle d'histoire ? On va voir que quand on soulève un peu le rideau, le tennis c'est bien plus que quelques balles jaunes. C'est un sport où chaque détail compte. Alors maintenant on plonge dans les coulisses pour découvrir les petits secrets du tennis. Alors oui, on a parlé des balles, mais sur un cours de tennis, il y a autre chose que vous avez vu des milliers de fois sans jamais vous poser la question. Le filet. Mais pas le filet en lui-même, non. La bande blanche, fine et tendue au-dessus. Elle est là à chaque match, peu importe le niveau, le tournoi ou la surface. Mais alors pourquoi elle est là ? On pourrait croire que c'est pour faire joli, pour donner un côté professionnel, ou juste parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais non, cette bande blanche, elle est là pour une bonne raison. Même deux raisons. D'abord, il y a un rôle pratique. Elle sert à maintenir la tension du filet, à l'empêcher de se relâcher au fil du match. Parce qu'un filet sans maintien, c'est un filet qui s'affaisse et qui peut fausser le jeu. Surtout sur les balles basses, les volets à ras et les amortis qui flirtent avec la corde. Ensuite, cette bande est présente pour une question de visuel et de praticité. Imaginez une balle qui frôle le haut du filet au service. Bah sans cette bande, on voit rien, on n'entend rien. On pourrait croire qu'elle a pas touché le filet, alors que si, impossible de savoir. Mais avec ce liseré blanc, sur un fond vert, bleu ou ocre, la balle devient lisible. On voit les rebonds, les contacts, et on comprend l'action en direct. Et ça, c'est pas nouveau. Dès les premiers grands tournois, les organisateurs ont compris que la lisibilité était aussi importante que le jeu. À l'époque, on jouait parfois avec des filets faits main, pas parfaitement tendus et sans marquage clair. Et sur un match à enjeu, un doute sur un point, un filet un peu bas d'un côté, et c'était la porte ouverte au litige. Alors on a imposé cette bande comme un repère, comme une frontière entre deux mondes. Le in et le out, le toucher et le raté, le chance et la frustration. Et aujourd'hui, elle est devenue complètement normale, personne ne la conteste, personne ne la commente. Mais elle est là, toujours tendue et toujours blanche. Mais elle reste quelque part la ligne invisible entre le point qui bascule tout et celui qui s'envole. On les voit tous faire ça, encore et encore, sans que personne n'explique vraiment pourquoi. Le joueur s'assoit, il s'éponge le visage, boit un peu d'eau, puis tend la main vers son sac. Et là, clac, nouvelle raquette. Et toi, devant ta télé, tu te dis, attends, il a cassé son cordage ? Non. Il a cassé sa raquette ? Bah non, elle est encore neuve.
En fait non, il y a d'abord une raison très technique. Les cordages, même les meilleurs, perdent de la tension au fil du match. Une raquette tendue à 26 kg de base peut descendre à 23, voire 22 au cours d'un match. Surtout quand on s'appelle Sinner ou Alcaraz et qu'on fracasse la balle. Et pour un joueur pro, 4 kg de différence, c'est énormissime. C'est comme passer d'un ballon neuf à un ballon un peu dégonflé pour les footeux. La balle ne sort plus pareil, le contrôle devient plus flou et le tempo est plus difficile à gérer. Mais ça, c'est seulement la moitié de l'histoire. Parce que l'autre moitié, elle se joue là, dans la tête, le mental. Changer de raquette, c'est parfois une forme de purification. Une manière de se dire, ok, là j'enchaîne les jeux catastrophiques, donc je change de raquette. C'est une manière d'effacer et de repartir. C'est comme changer de maillot après une première mauvaise mi-temps. Tourner la page d'un chapitre qu'on veut oublier. Certains joueurs changent pile à un moment précis. Après avoir fait une double faute, après avoir raté plusieurs premières balles, après s'être fait breaker. Pourtant, la raquette est impeccable, les cordages sont intacts, la tension est bonne, mais le symbole est brisé, la vibe n'est pas bonne, donc elle devient la raquette du point de trop. Celle qui rappelle le break, celle de la spirale négative. Alors on change. Pas pour des raisons techniques, mais pour un reset émotionnel. Et certains joueurs vont même plus loin. Rafa Nadal, par exemple, ça lui arrive de changer de raquette à un score très précis, comme un repère, un rituel, une routine qui rassure. Parce que dans un match, quand tout tangue, il faut s'accrocher à quelque chose. Et parfois, ce quelque chose, c'est juste une raquette avec un cordage neuf. Et finalement, c'est pas si différent de ce qu'on a vu avec les balles neuves. Les 7 premiers jeux, puis tous les 9 jeux, on remplace les balles. Pas parce qu'elles sont complètement usées, mais parce qu'elles ont perdu un peu de vie, un peu de nervosité. Elles fusent moins, elles accrochent moins le tamis et elles ne réagissent plus exactement pareil. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le cordage d'une raquette réagit lui aussi différemment selon la balle qu'il reçoit. Avec une balle neuve, plus vive, plus lourde, si ton cordage est détendu, la balle fuse, presque trop, tu perds le contrôle. Et à l'inverse, avec une balle plus molle et une raquette tendue à bloc, la balle reste trop dans le tamis et tu perds en puissance. C'est pour ça que certains joueurs coordonnent le changement de raquette avec l'arrivée des nouvelles balles. Nouvelle raquette, nouvelle balle, nouvelle sensation. Parce que dans le tennis de très haut niveau, chaque micro-détail compte. Et parfois, c'est pas le bras qui déraille, c'est l'accord entre la balle et la raquette qui est rompue. Alors on change. Pas parce que c'est cassé, mais parce qu'on cherche à retrouver la magie du bon contact. Celui qui rassure et celui qui fait gagner. Alors on parle souvent des joueurs, parfois des arbitres, des coachs, des commentateurs, mais rarement d'eux. Et pourtant sans eux, il n'y aurait pas de match de tennis. Ou alors le match serait beaucoup plus long. Et les ramasseurs de balles ne sont pas de simples silhouettes en fond d'écran. Ce sont les gardiens du rythme. Ils doivent être rapides, invisibles, précis, presque fantomatiques. Leur mission est simple à dire mais incroyablement difficile à tenir. Être là sans être vu, aider sans jamais déranger. Avant chaque grand chelem sont organisées des présélections, puis des sélections très strictes. Pas de casting au feeling, pas de viens si tu veux vivre une belle expérience. Non, il faut postuler, passer des tests physiques, des épreuves de réflexe, mais aussi des évaluations comportementales et des mises en situation bien précises en match. Tu dois savoir courir en ligne droite sans jamais couper un échange. Tu dois lancer la balle sans geste brusque, sans bruit, sans hésitation. Et tu dois aussi encaisser la pression et rester stoïque, parce que quand t'es à quelques mètres de ton idole de toujours, celui que tu supportes depuis des années et que tu l'as juste devant toi, et qui te hoche la tête pour demander des balles ou la serviette, ça peut en perturber plus d'un. À Wimbledon, c'est même devenu une institution. Les ramasseurs sont recrutés dans des écoles locales et ils s'entraînent pendant plus de 2 mois. Ils apprennent à rouler la balle à une vitesse précise, à se positionner au millimètre près et surtout à rester parfaitement synchronisés. Un peu comme des danseurs de l'ombre, mais sur un court. Et si par curiosité vous observez les ramasseurs de balles à Wimbledon, ça vous étonnera pas, parce qu'ils sont souvent impressionnants de rigueur, de vitesse et de précision. Alors non, on ne les applaudit pas, on ne les voit même pas vraiment, mais à chaque point joué en 10-15 secondes, à chaque balle déposée avec élégance, il y a une logistique bien précise, une chorégraphie millimétrée derrière. Et dans les matchs à haute intensité, quand les joueurs explosent, quand les échanges sont fous, quand le public est en délire, quand l'adrénaline est à son max, ce sont souvent eux les seuls à rester calmes. Et sans eux, le tennis professionnel n'aurait pas ce rythme, cette fluidité, cette élégance silencieuse. Et ils sont aussi le symbole des codes du tennis. Le silence, l'élégance souvent, et la précision. Alors la prochaine fois que vous regardez un match et que vous voyez une balle parfaitement roulée, vous saurez que les ramasseurs ont un rôle essentiel, toujours dans l'ombre. Mais ce sont eux qui fluidifient le jeu et qui permettent aux joueurs et joueuses de gagner en efficacité et en concentration. Et pour conclure cette séquence, on pouvait pas parler de balle sans évoquer le match de tous les extrêmes. Le match qui a repoussé les limites du tennis et qui a défié la loi du temps pendant 3 jours. Wimbledon 2010, premier tour entre John Isner et Nicolas Mahut, un affrontement qui n'avait rien de particulier, mais qui est entré dans la légende. 11 heures et 5 minutes de jeu sur 3 jours.
Un duel qui n'en finissait plus, et surtout un 5e set qui n'arrivait pas à départager les deux, alors que le tie-break au 5e set n'existait pas encore. Et avec ce combat mythique, un autre chiffre dont on parle beaucoup moins est complètement dingue. Au total, 126 balles ont été utilisées pour ce match. L'arbitre a dû demander des nouvelles balles à 19 reprises. Pour un seul match, c'est gargantuesque. Mais c'est la règle, et quand un match refuse de se finir, les tubes s'enchaînent et les stocks s'épuisent. Les balles perdent de leur rebond, le feutre s'use, la pression baisse, elles deviennent flasques, moins fiables, surtout qu'on avait affaire à deux énormes serveurs qui ont claqué 216 aces à eux deux sur le match. C'est le record évidemment, 103 pour Mahut et 113 pour Isner, record sur un match. Mais ce match n'a pas seulement marqué les esprits. Il a changé le tennis. Avant 2010, à Wimbledon, il fallait gagner le 5e set avec 2 jeux d'écart. Peu importe si ça durait 2 heures, 5 heures ou 11 heures. Et après le Isner-Mahut complètement fou, Wimbledon a fini par plier, pour in fine raccourcir ces quelques matchs par décennie qui pouvaient s'éterniser. Isner-Anderson en 2018, le dernier en date qui est venu entériner le débat. À la place, Wimbledon a décidé d'introduire un tie-break à 12-12 dans le 5e set. Une première, mais une règle qui n'a pas fait son temps, mais qui a pourtant été expérimentée sous les yeux de millions de personnes lors de la finale légendaire de 2019 entre Federer et Djokovic, le Serbe qui a remporté ce tie-break du 5e set à 12-12. Et ce tie-break à 12-12 à Wimbledon a ensuite été supprimé pour uniformiser tous les grands chelems. Même Roland Garros, qui a résisté pendant longtemps, a fini par céder. À la place, on a maintenant un super tie-break à 6-6 dans la 5e manche. Autrement dit, le match entre Mahut et Isner est le dernier de son espèce. Un match qui a forcé l'histoire à s'écrire autrement. Parce que même les balles ont dit stop. Finalement, ce sont ces 126 balles écrasées, rincées, sacrifiées qui sont venues changer la règle. Voilà, une simple balle jaune, témoin d'un combat hors norme, témoin d'un changement de cap. Un filet tendu, une raquette remplacée, un ramasseur de balles concentré, un échange interminable, et toujours au centre de tout ça, la balle jaune. Ça fait des années qu'on regarde le tennis, on connaît les règles, on connaît les codes, et pourtant, il suffit de gratter un petit peu pour découvrir un univers qu'on n'avait jamais vraiment vu. Cette balle jaune qu'on voit voler à 200 à l'heure, elle a une histoire bien précise, des antécédents et un rôle plus technique qu'on l'imaginait. Elle a changé à cause de la télé, elle est calibrée à la pression près, elle subit des vols long courriers, et parfois elle finit dans un aquarium. Et c'est que le début, parce que derrière chaque détail du tennis, il y a une intention, un choix, une petite révolution invisible. Cette bande blanche en haut du filet, ces changements de raquettes qu'on croyait purement matériels, ces ramasseurs de balles qu'on ne remarque quasiment jamais, et ce match d'anthologie qui a eu une grande influence sur les règles pour toujours. Le tennis, c'est un sport d'émotion, mais aussi de rituels millimétrés, d'anecdotes folles, de micro-détails qui tiennent parfois le match entier. Et une fois qu'on les connaît, impossible de les ignorer. Alors maintenant, dites-nous en commentaire quelle anecdote vous a le plus surpris. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de la balle de tennis? Et surtout, quels autres points vous voudriez qu'on élucide dans une prochaine vidéo? Dites-nous vraiment parce que c'est parfois vos idées qui deviennent nos prochains sujets. Parce qu'au fond, le tennis, c'est comme cette balle jaune. Apparemment simple, mais quand tu t'y intéresses vraiment, tu découvres qu'elle a traversé le temps, les écrans, les règles et les générations. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle où on vous explique pourquoi on compte 15, 30, 40 au tennis. Ciao!